connaît tous, paléoclimatologue, président de Météo et Climat, qui nous fait le plaisir d'être là également au CEA et membre éminent du GIEC, Agnès Pannier-Runacher, notre ministre de la Transition énergétique, docteur Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse, Patrick Pouyanné, le PDG Total Énergie, et Luc Raymond, le PDG d'Électricité de France EDF, au micro de la talentueuse Cécile Desjardins. Bien sûr, je vous demande la plus grande attention pour écouter vos invités. Mesdames et messieurs, c'est à vous. Merci, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi pour en effet une magnifique table ronde consacrée à l'énergie. Alors, après un hiver 2022 un peu compliqué, nous allons nous interroger sur ce qui nous attend ces prochains mois. Est-ce que nous aurons l'énergie nécessaire pour passer l'hiver et à quel prix ? Et puis, nous allons aussi regarder à plus long terme de quelle énergie aurons-nous besoin, de quelles énergies aurons-nous besoin pour à la fois répondre aux besoins des entreprises, aux ambitions de réindustrialisation de la France et évidemment à l'urgence climatique. Alors, pour poser le débat, je me tourne vers vous, Jean Jouzel. Donnez-nous un peu le décor dans lequel on doit réfléchir. Oui, bonjour à tous et à toutes, et merci d'avoir associé notre communauté scientifique à cette table ronde. Alors, que nous dit cette communauté scientifique ? Tout d'abord que depuis la fin du 19e siècle, notre climat s'est réchauffé d'un peu plus de 1 degré, que ce réchauffement est de façon certaine, et très probablement dans sa totalité, lié à l'augmentation de l'effet de serre due à nos activités. Et depuis les années 70, eh bien, les combustibles fossiles ont contribué pour près de 75% à l'augmentation de ces gaz à effet de serre. Ils sont donc, et de très loin, sur cette période, le premier contributeur au réchauffement, auquel sont associés des canicules, des pluies torrentielles, des sécheresses, élévation du niveau de la mer, mais aussi, bien sûr, fonte des glaciers. Ce qui est important, je crois, c'est que ce que nous observons aujourd'hui, eh bien, c'est ce que notre communauté envisage collectivement depuis 40 ans, que ce soit en termes de rythme de réchauffement, d'intensification des événements extrêmes, ou bien encore d'accélération de l'élévation du niveau de la mer. Et je crois que eh bien, cela nous invite, ce constat nous invite à accorder de la crédibilité à ce que cette même communauté envisage à horizon de 2050 et au-delà. C'est vraiment très clair, et bien, si nous ne faisions rien, eh bien, nous irions vers un réchauffement de 4 à 5 degrés d'ici la fin du siècle, et avec des conséquences importantes, plus au-delà, mais ce n'est pas heureusement ce vers quoi nous allons. Je crois que tout le monde est désormais conscient de la nécessité de limiter le réchauffement climatique, d'en limiter l'ampleur. Le GIEC est, lui, sans ambiguïté. Il serait plus facile aux jeunes d'aujourd'hui de s'adapter au réchauffement climatique s'il était limité à 1,5 degré plutôt qu'à 2 degrés. Et cela deviendra malheureusement de plus en plus difficile, voire impossible dans certaines régions, à mesure que l'on s'éloigne de ces niveaux. Or, l'ampleur du réchauffement climatique, une fois la neutralité carbone atteinte, dépend très directement de l'utilisation de nos combustibles fossiles. Ainsi, pour limiter 1,5 degré, eh bien, nous n'avons plus que 5 ans d'émissions au rythme actuel. Disons un peu moins de 15 ans si on veut limiter à 2 degrés. En réalité, nous partons, je dirais, de façon quasi délibérée vers un réchauffement qui pourrait atteindre 3 degrés. C'est beaucoup trop à l'horizon 2000, c'est beaucoup trop, et ce serait voire 4 degrés en France, dans notre pays. Nous savons d'ores et déjà qu'à l'horizon 2030, nous aurons 2 fois trop d'émissions pour avoir des chances de respecter cet objectif inscrit à juste titre dans l'accord de Paris. Face à ce constat, je ne peux que partager l'appel d'Antonio Guterres. En début d'année, le secrétaire général des Nations Unies appelait à arrêter tous les investissements dans les combustibles fossiles. Et cet appel a été repris de façon un peu différente par Fatih Birol, le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie. Or, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est très clair, si on veut préserver un climat auquel les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter. Et malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons, puisque les émissions liées aux combustibles fossiles continuent à augmenter.
Agnès Pannier-Runacher, c'est à la fois un enjeu de réchauffement climatique, mais aussi un enjeu de souveraineté. Oui, tout à fait. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je veux dire qu'effectivement, devant le tableau que dépeint Jean Jouzel, on ne peut pas rester inactif, et c'est pourquoi la transition énergétique est une priorité absolue du président de la République et de la Première ministre. Et cette priorité, elle se traduit aussi en résultats. C'est-à-dire que l'année dernière, la France a baissé ses émissions de gaz à effet de serre de 2,7%. C'est c'est mieux, je devrais dire, que l'Allemagne, c'est mieux que le Royaume-Uni, c'est beaucoup mieux que les pays qui sont encore en croissance d'émissions de gaz à effet de serre. Et nous sommes à 4% au premier trimestre 2023. Je dis mieux que ceux qui sont en croissance parce que les États-Unis, l'Espagne et l'Italie, et ce ne sont pas des pays si lointains, font croître leurs émissions de gaz à effet de serre l'année dernière. Alors certes, le contexte était particulier, mais néanmoins, c'est utile de partager cette information. Et donc, vous avez raison de le dire, il y a un combat climatique, mais c'est aussi, et c'est une conviction profonde que j'ai, un combat de souveraineté, un combat d'acceptabilité sociale et un combat de compétitivité économique. Et plus vite on anticipera les solutions, parce qu'en fait il faut rebâtir en profondeur un système économique, plus on sera capable d'avoir de l'acceptabilité sociale de la part des citoyens, et plus on sera capable de bâtir des filières industrielles dans le temps que prend l'investissement industriel et en allant gagner des parts de marché, parce que vous imaginez bien que le premier qui mettra au point l'avion décarboné ou l'acier vert, il sera très bien positionné pour gagner des parts de marché demain. Et donc c'est très exactement la vision que nous portons, c'est de conjuguer cette transition énergétique avec un combat pour l'industrie et la réindustrialisation en France, et un combat pour l'acceptabilité sociale, la création d'emplois, la création de richesses. Alors, aller vers des énergies non carbonées, vous travaillez dessus, Luc Rémont et Patrick Pouyanné. Alors, très concrètement, que faites-vous? Comment faites-vous? Et est-ce que ça va assez vite? Patrick Pouyanné, peut-être? Oui. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a décidé que, bien sûr, je suis un producteur d'énergie fossile parce que c'est l'énergie que vous utilisez tous les jours. Et je vais revenir là-dessus. Et qu'il y a une erreur de croire qu'on va régler le problème du changement climatique en tout d'un coup affamant nos concitoyens d'énergie. Ça ne marche pas, ça. Ce ne sera pas acceptable. En même temps, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a décidé que l'entreprise a un pilier, oui, d'hydrocarbures, je l'assume, mais construit un électricien bas carbone, renouvelable, à 4 ou 5 milliards par an, qui aujourd'hui est dans le 15 plus gros industrie électricien au monde, qui viendra dans les 5. Donc on est résolument et on avance. Et maintenant, je publie des résultats. On fera cette année 2 milliards de résultats et on a 10% de rentabilité de nos capitaux en tant qu'électricien. Donc c'est déterminé, ça se fait. Mais j'assume l'autre pilier. Pourquoi? Parce que je vais vous dire tout simplement, et j'entends l'appel de Jean, et je connais et je respecte l'avis des scientifiques, le problème, c'est qu'il y a la vie réelle. Quand je suis rentré dans dans le monde énergétique il y a 25 ans, les fossiles, c'était 82% du mix mondial. L'année dernière, c'était 81%. Alors, vous pouvez dire, on n'a rien fait. Si, on a fait des tas de choses. On investit, comme le dit la ministre, dans des capacités massives de renouvelables, même si il faut multiplier par 3 l'effort. Et ça, c'est la priorité. Mais pendant ce temps-là, la population mondiale croît. La population des pays émergents a un légitime besoin de niveau de vie plus élevé, la Chine. Et donc, on consomme de plus en plus d'énergie, et donc c'est le tombeau, la pierre qui tombe et qu'on continue. Alors, il ne faut pas renoncer, mais j'entends l'urgence des scientifiques, et en même temps, il y a la vie réelle. La vie qui fait que l'an dernier, les Français, face à la crise, ont fait, et l'État français n'a pas eu d'autre choix, parce que sinon, ça devenait insupportable pour les consommateurs, que de subventionner les énergies fossiles massivement. En Europe, plus de 500 milliards d'euros. Donc, on est dans ce dilemme qui est assurer le système énergétique d'aujourd'hui, tout en le décarbonant. Donc il faut changer nos modes de consommation et en même temps construire le nouveau système. Mais c'est une tâche prométhéenne. Alors la France a une chance, c'est Luc. Je vais le dire, les gens pensent que tous les deux on a fait un accord dans ces colloques, mais je le dis, on a une chance. C'est le mix nucléaire qui est une chance majeure, qui fait que, je suis toujours étonné, la ministre de l'énergie française doit justifier ses efforts sur le climat, alors qu'en fait on est déjà tout en haut. On est un des pays les plus décarbonés au monde par habitant et par point de PIB. Mais disons-le,
Utilisons ça comme un atout dans le combat mondial, plutôt que de passer notre temps collectivement à se victimiser et dire qu'il faut toujours faire plus. Madame Agnès a dû justifier qu'elle a fait mieux. Mais vous êtes très bonne, on le sait. Mais je le dis parce que, quelque part, il ne faut pas qu'on mette des contraintes supplémentaires. Parce que cette transition, je suis désolé Jean, je sais que elle prendra du temps, que vous le savez très bien, si j'arrête d'investir dans des énergies fossiles, la production de pétrole, naturellement, elle perd 3% par an, donc elle passe de 100 l'année dernière à 97. Le problème, c'est que la demande est assez à 102. C'est-à-dire le même aïeux qui me dit d'arrêter d'investir et qui annonce que la consommation augmente. Et ça, c'est la vie réelle. Donc, moi, je pense qu'il y a dans le débat, je pense qu'il faut, comme nous le faisons, et nous sommes résolument engagés, c'est devenu Total Energy, pas pour du greenwashing, parce que nous voulons construire, et nous construisons, un électricien bas carbone au sein de Total Energy qui sera un acteur majeur et qui va être rentable et qui contribuera au résultat de l'entreprise. Ça, c'est déterminé. Mais en même temps, je dois assurer la sécurité d'approvisionnement au coût le plus efficace. Et encore une fois, si j'investis moins dans le pétrole, je vais vous dire, ici, la demande monte, il y a un seul paramètre qui s'ajuste. C'est le prix. Et Mme Pannier-Runacher a eu raison de dire que l'acceptabilité sociale de l'énergie, après 25 ans dans ce monde, c'est un paramètre. Le prix. Les gens, parce que c'est un bien essentiel. Les entreprises, ici, d'ailleurs, je viens de passer un déjeuner avec 25 entreprises qui sont perdues face à cette révolution énergétique et qui, en fait, la seule question, combien on va payer, quoi. Et je pense que l'effort des États pour accompagner la transition énergétique, c'est de trouver le moyen de faire, non pas des coups d'accordéon comme on les connaît trop violents, mais d'accompagner une croissance du prix de l'énergie. Parce que ces investissements massifs vont se traduire, bien évidemment qu'il faut les rentabiliser. Le nucléaire, le Crémont, il va coûter un peu plus cher aujourd'hui parce qu'il y a post-Fukushima qu'hier. Donc, cette énergie augmente. Mais il faut trouver des amortisseurs collectifs pour que l'économie, et notamment le monde des entreprises, absorbe cette transition énergétique. Alors, on va y revenir sur le prix, et notamment pour cet hiver. Peut-être avant, Luc Rémond, une réaction. Expliquez-nous votre chance. Et comment ça va évoluer ces prochaines années? D'abord, je voudrais dire que c'est la chance du pays et la chance du groupe EDF, évidemment, avant d'être la mienne. C'est aussi la mienne, bien sûr, depuis que j'en ai pris la direction, il y a quelques mois. Je crois fondamentalement, nous partons, en tant qu'entreprise, d'une production électrique, production énergétique à 91% décarbonée. Il n'y a pas d'autres électriciens au monde qui partent avec une telle chance à l'origine. Mais la chance, ça se mérite. C'est-à-dire qu'il faut continuer de travailler dessus pour faire en sorte que dans 20 ans, dans 30 ans, nous puissions continuer d'apporter au pays et aux autres pays que nous servons, mais d'abord à la France, une électricité décarbonée fiable. Et pour cela, il y a 2/3 de l'énergie du pays aujourd'hui qui est encore carbonée. Il faut faire en sorte que nous ayons des propositions alternatives pour remplacer ces 2/3 de l'énergie qui est aujourd'hui carbonée. Et pour cela, l'électricité est un véhicule, et le meilleur véhicule. Mais au sein de l'électricité, il faut être capable d'avoir un panel de solutions qui permettent d'avoir de l'électricité disponible et fiable tout le temps. Le renouvelable, c'est merveilleux, il faut en faire beaucoup plus. Ça a des caractéristiques propres, qui est que ça produit quand ça veut, et au mieux un jour sur deux. Et donc il faut être capable, en face du renouvelable, de mettre des technologies qui sont commandables et également décarbonées. Et c'est notamment le nucléaire, et pas que le nucléaire, il y a l'électricité d'origine qu'on a tendance à oublier un petit peu parfois, qui est l'hydraulique. L'hydraulique, c'est une électricité absolument indispensable. Et dans une phase de réchauffement climatique, être sûr que notre pays maîtrise son hydraulique et est capable d'avoir à la fois une politique de gestion de l'eau et de production hydroélectrique qui soit durable est absolument essentiel. Et donc c'est ça la mission d'EDF, c'est d'être capable... On a encore un gros potentiel hydraulique en France et même en période de manque d'eau. Oui, nous avons encore un potentiel hydraulique en France. Notamment, nous avons un potentiel hydraulique en matière de pompage. Et le pompage, il est essentiel, d'abord pour garder l'eau en haut. Et quand on garde l'eau en haut, on décide le moment où on la fait couler vers l'aval. Donc pour des raisons de gestion de l'eau, c'est utile. Mais également pour pouvoir la pomper et la returbiner plusieurs fois pour faire en sorte qu'on compense l'instabilité qui est associée à la production intermittente. Donc c'est l'ensemble de ces dispositions qui sont nécessaires à la formation d'un système électrique qui soit résilient et qui permette d'aller chercher les 2/3 d'énergie carbonée qui existent aujourd'hui. Et donc c'est l'ensemble de ces éléments. Alors on a un numéro effectivement très au point avec Patrick. Moi je lui réponds en général, je suis ravi de savoir qu'il fait de l'électricité. Mais c'est vrai, je suis ravi de savoir qu'il faut faire de l'électricité parce qu'il y a tellement à faire qu'un seul groupe ne peut pas y arriver. Donc avoir Total totalement engagé dans le chemin de l'électricité, c'est absolument essentiel pour notre pays. Peut-être Bertrand Piccard,
Une réaction avec votre regard d'innovateur, de chercheur d'innovation peut-être. Oui, je pense que le constat des scientifiques est parfaitement correct, mais que la conclusion qu'on en tire laisse à désirer. Parce qu'on dit qu'il y a trop de carbone dans l'atmosphère, donc la conclusion c'est qu'il faut décarboner. Et qu'est-ce qui se passe quand on dit qu'il faut décarboner? C'est que chacun a d'autres manières de décarboner. Chaque pays croit que c'est un handicap pour son développement économique. Chaque entreprise pense que c'est trop cher. Chaque individu pense qu'on va lui demander des sacrifices. Et ça crée un immense clivage, un morcellement des moyens qui crée beaucoup plus de problèmes. Je pense que le narratif est faux. On devrait commencer par le constat que notre monde est un monde du passé, qu'on a une inefficience crasse dans tout ce qu'on fait. On a un monde de gaspillage, et le gaspillage coûte horriblement cher. On n'est pas efficient, on utilise des infrastructures anciennes, on a des maisons mal isolées, on a des types d'énergie polluants. Et ça doit changer. Mais ça doit changer, pas en disant on doit décarboner, mais en disant on doit moderniser. Et si on se met tous autour de la table pour trouver les solutions pour moderniser, pour changer les infrastructures, pour ramener le monde du passé vers le présent, là on aura un consensus. On aura des énergies propres, moins chères, on sera efficient, on aura des industries avec des processus efficients et modernes, on aura des maisons qui n'auront plus besoin d'être des gouffres à énergie. Et la conséquence de cette modernisation sera la décarbonation. C'est pour ça que je pense que c'est fondamental de bien voir la décarbonation comme une conséquence de la modernisation et pas comme un but à atteindre en tant que tel, parce que ça ne suffit pas. Agnès Pannier-Runacher, peut-être une réaction, je vous voyais approuver. Est-ce que c'est là-dedans qu'on doit, dans cette voie qu'on doit s'engager? Alors, oui, mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Et je rappelle le diagnostic qui a été posé en introduction. L'impact du dérèglement climatique, c'est des impacts qui sont majeurs sur nos paysages, sur nos entreprises. Moi, il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai dirigé une entreprise dont la valeur était quasiment remise à zéro par le seul fait du dérèglement climatique. Et ça, c'est une histoire qui arrive plus vite qu'on ne le pense. Et donc, je ne voudrais pas que nos propos enthousiasmants, impactants, et c'est important d'avoir un projet et un narratif commun, et effectivement de créer de l'acceptabilité sociale en disant nous avons à y gagner en nous engageant dans cette transition énergétique, n'enlève le fait que ça va être difficile, qu'il va y avoir des investissements importants et qu'il faut les financer et qu'il va falloir la démultiplier si on veut y arriver. Moi, je vous donne un objectif que nous nous donnons, nous, au niveau du gouvernement, c'est de sortir des énergies fossiles. Alors, cher Patrick, vous l'avez dit, ça ne se fait pas en claquant dans les doigts, parce que les énergies fossiles, on en a partout, on a les infrastructures, c'est évidemment beaucoup plus pilotable que certaines énergies renouvelables. Ça fonctionne au doigt et à l'œil, on ne peut pas dire ça d'énergies qui dépendent de la météo, mais néanmoins, si on veut être sérieux au regard du réchauffement climatique, il faut qu'on puisse poser des trajectoires de réduction de l'utilisation des énergies fossiles dans un calendrier qui soit rapide. Rapide, c'est évidemment pas la semaine prochaine, mais c'est peut-être 2040, 2045 pour des pays qui sont très engagés dans la décarbonation comme la France. Vous l'avez dit, Luc rappelait quand même qu'on a 2/3 d'énergie fossile dans notre mix énergétique. Donc ne nous positionnons pas non plus comme champions du monde. 2/3, ça veut dire qu'on n'a qu'1/3 d'énergie décarbonée. C'est très bien, on a un moteur qui s'appelle le nucléaire, que nous sommes en train de relancer, qui est clairement un facteur de compétitivité, mais les efforts, ils doivent être aussi faits dans une direction de réduction de la consommation des énergies fossiles. Et je rebondis sur ce que vous dites, et de maîtrise de notre consommation d'énergie. Et là, c'est le meilleur des investissements, c'est celui qui rapporte le plus. Quand on parle de sobriété, le mot est peut-être plus exact en anglais, sufficiency, c'est utiliser juste ce dont on a besoin. Et ça, c'est gagnant sur tous les plans, pouvoir d'achat, compétitivité et impact climatique.
Jean Jouzel, je vous voyais réagir. Peut-être, on a employé beaucoup le mot accélération, rapidité. Alors, je sais que c'est là-dessus que vous tiquez souvent. Oui, accélération, rapidité. Oui, accélération, rapidité. Oui, il faut faire vite et je suis tout à fait conscient de ce qu'a dit Patrick, de la difficulté de faire vite, mais c'est une nécessité. Donc, voilà, par exemple, pour revenir sur les aspects plus liés aux renouvelables, il faut bien voir que va-t-on pouvoir faire à l'échelle planétaire d'ici 2030 ? Eh bien, quand on regarde le potentiel de réduction des émissions, c'est de l'ordre de 10 milliards de tonnes de CO2 pour le renouvelable, c'est très clair, alors que c'est 1 milliard de tonnes de CO2 pour le nucléaire et 1 milliard de tonnes de CO2 pour, disons, la capture et le stockage du CO2. Hein, quand on regarde c'est important d'avoir... Il y a un facteur 10 entre ce qu'on peut faire ou ne pas faire, malheureusement, à horizon 2030, et je le redis, c'est ça qui est important. Pour la France, je crois que c'est aussi un peu le message du rapport de RTE. Hein, je reprends à chaque fois... disons, la conclusion de ce rapport par rapport aux renouvelables, c'est-à-dire que la France ne réussira pas à atteindre neutralité carbone à horizon 2050 sans un développement significatif des renouvelables. Et c'est vrai que je crains que la loi d'accélération ne nous mette pas... Donc c'est toujours assez lent et que la loi d'accélération, c'est ce que je souhaitais dire, ne nous met pas effectivement en mesure de rattraper notre retard qu'on a quand même. On vise au moins 32% à horizon 2030 en renouvelables. Voilà, donc on voit bien qu'il y a un développement du nucléaire. C'est pas du tout pour le remettre en cause, mais on voit bien que pour atteindre cette neutralité carbone, il faut faire vite. Et je crois qu'on ne fait pas assez vite. Agnès Pannier-Runacher. Oui, alors là, je vais quand même être précise, parce que la loi accélération des renouvelables, c'est celle qui a permis de faire les appels à projets sur l'éolien marin, sur le photovoltaïque et sur l'éolien terrestre cette année, avec les résultats les plus importants de notre histoire. Donc moi, je ne peux pas entendre qu'on n'est pas en train d'accélérer. Et je précise une chose, on parle beaucoup d'autres pays qui ont beaucoup investi dans le renouvelable. Mais la France a énormément investi dans le renouvelable. Nous sommes devant l'Allemagne en termes de part du renouvelable dans notre consommation finale. L'Allemagne est à 20,4%, la France est à 20,7%. Donc nous n'opposons pas le renouvelable et le nucléaire, nous comptons sur les deux. Et nous comptons sur les deux dès 2030, parce que dès 2030, vous, entrepreneurs, vous pouvez déployer du renouvelable, vous pouvez investir dans le renouvelable dans des contrats de long terme, mais en parallèle, mon voisin a un objectif d'augmenter sa production d'électricité nucléaire de l'ordre de 30%, c'est-à-dire quasiment autant que ce que nous produirons en renouvelable supplémentaire d'ici 2030. Donc il y a bien ces deux piliers et je crois qu'il est très important de ne pas les opposer. Ouais, enfin, c'est pas du tout ce que j'ai souhaité faire. Hein. Mais donc il y a vraiment... il faut aller très vite sur les deux domaines, effectivement. Luc Rémond, peut-être un mot sur ce nucléaire. Peut-être juste d'un mot, et pas sur le nucléaire, mais sur le renouvelable. Preuve que EDF n'est pas que l'opérateur nucléaire. Juste pour dire qu'on est quand même dans une tendance mondiale dans laquelle le renouvelable prend une part de plus en plus importante, qui est tout à fait souhaitable, mais dans laquelle les clients, les consommateurs prennent le contrôle de leur électricité et de leur énergie, ce qui est tout à fait souhaitable, parce que c'est ce qui permet de faire le lien entre ce que disait Bertrand Piccard tout à l'heure sur l'efficacité énergétique. Ça a été mon métier pendant une dizaine d'années, et je sais par expérience qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'activité pour laquelle 30 à 50% d'efficacité énergétique ne soit pas accessible dans des conditions parfaitement rationnelles sur le plan économique. Mais quand vous faites le lien entre ça et une capacité d'autoconsommation, dans laquelle la France est en train très rapidement de rattraper le retard qu'elle avait, puisque ce que nous constatons, c'est que sur les 12 derniers mois, nous sommes à 77% de croissance d'autoconsommation individuelle dans notre pays, c'est-à-dire que nous allons doubler la capacité d'une année sur l'autre, pratiquement, ce qui montre la vitesse et le potentiel que nous avons. Et donc, quand nous pensons mix énergétique, il ne faut pas penser uniquement ressources centralisées. Je pense qu'il est très important aussi d'associer ce que les consommateurs, ce que les entreprises prennent en termes de prise de conscience, responsabilité, opération sur leur futur énergétique, et c'est un levier fondamental. Alors, je voudrais qu'on parle très bientôt de comment se passera l'hiver, mais je vois que vous voulez tous les deux réagir. Alors peut-être très rapidement Patrick, puis Yann et puis Bertrand. Non, je voulais juste rebondir. Je pense que le message de Bertrand est important. Le président de la République, dans son interview récente, dit qu'il faut faire la transition écologique heureuse. Moi, je crois beaucoup. Je crois qu'on n'arrivera pas par du punitif
et des mesures de règles. Il faut que les gens arrivent à trouver un intérêt à faire tout cela. Le premier intérêt, effectivement, on l'a trouvé l'an dernier parce que les prix de l'électricité et de l'énergie, il y a eu un bénéfice à cette guerre terrible, c'est que les prix montant, tout le monde s'est mis à économiser. Et c'est le message que je passe. D'ailleurs, je vais renforcer le message de Agnès à tous nos collègues, parce que j'ai passé un déjeuner, les gens sont un peu perdus. Mais moi, je pense que le premier investissement, c'est regarder de près vos consommations, et tout ce que vous pouvez consommer moins d'énergie est bon pour tout le monde. Parce que finalement, ce sera le meilleur moyen de baisser votre facture. Après, deuxième étape, vous pouvez vouloir investir, oui, dans votre propre énergie. Il y a des moyens de le faire, soit directement, soit par avec des entreprises comme les nôtres qui vont vous fournir de l'énergie verte. Et puis, troisième conseil, si vous pouvez vous engager sur le long terme, vous avez une chance d'obtenir des prix moins chers. Voilà, ça c'est juste un conseil à tout industriel ou tout entrepreneur. Quand vous avez des contrats long terme, on obtient moins cher. Voilà ce que je peux dire. Mais je pense que même vis-à-vis de nos citoyens, on ne vendra pas la transition énergétique, alors c'est le métier de nos leaders politiques, si on n'arrive pas à les convaincre que passer d'une chaudière au fioul aux chaudières au gaz à des pompes à chaleur, il y a une forme de retour d'investissement. Bon, d'ailleurs, par ailleurs, si on ne les aide pas financièrement, il n'y a aucune chance qu'ils le fassent. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais il faut qu'on arrive à engager le pays, je le dis, dans une transition, je reprends l'expression, écologique, heureuse, pour que tout le monde y voit un mouvement positif. Et pour notre industrie, pour notre économie, c'est de la modernisation. C'est se projeter demain dans une économie qui sera revivifiée, retrouver des bases de croissance, en fait. Parce qu'en fait, on veut croître, il ne faut pas se tromper. Le discours qu'il faut contrebattre, c'est le discours qui consisterait à dire par la réglementation, on va décroître. Ça n'a aucune chance d'y arriver. L'être humain veut se développer et veut croître. Ça, c'est très profond. Bertrand, vous voulez réagir? On voit que c'est possible. Pourquoi est-ce qu'on croit que c'est difficile? Parce qu'en fait, on passe d'une situation assez simple, qui est celle d'aujourd'hui, où on a du fossile et du nucléaire, on n'a pas trop besoin de se poser de questions, à une situation où les sources d'énergie seront multiples, intermittentes, et on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Quand on parle du renouvelable, c'est quoi? C'est pas que le solaire et l'éolien, c'est du solaire sur les cultures, c'est du solaire sur les plans d'eau artificiels, c'est de l'éolien sur le bord des toits, c'est des usines de biomasse où on recycle les déchets en faisant du gaz. Ces déchets, si on les laissait tout seuls, ils donneraient du méthane, qui est 28 fois plus grave que le CO2. Eh bien, au lieu de laisser le méthane dans l'atmosphère, on en fait du gaz qu'on peut utiliser. C'est de l'hydroélectrique, mais ce n'est pas seulement de l'hydroélectrique de grands barrages, c'est de l'hydroélectrique de petites rivières, où on peut mettre des turbines dans les cours d'eau, sans atteinte à la biodiversité, de manière à approvisionner tous les villages riverains. C'est de la géothermie. On ne sait pas suffisamment que 99% de la planète fait plus, donc de la masse de la planète fait plus que 1000 degrés. Mais c'est des choses qui sont là et qu'on doit utiliser. Mais alors, évidemment, qu'est-ce qu'on utilise, où et quand? Donc on doit commencer à réfléchir. Et il y a des gens qui pensent que c'est difficile de réfléchir. Le problème est là. Ensuite, on passe à la question du stockage. Mais on sait très bien comment stocker des énergies intermittentes. Mais il faut aussi changer les paradigmes. Il faut aussi se mettre à réfléchir. Alors Luc a très bien parlé du pompage de l'eau dans les barrages, parce que ça, c'est une excellente manière de stocker de l'électricité. On voit qu'on peut stocker de la chaleur dans le sous-sol. C'est pratiquement 100% de rendement entre la chaleur qu'on met et la chaleur qu'on ressort. Et puis, il y a les batteries des voitures. Tant qu'on ne peut pas décharger les batteries des voitures sur le réseau électrique pour suppléer au pic de demande et qu'on est obligé d'importer de l'énergie électrique au charbon d'Allemagne, eh ben on n'aura pas compris ce qu'il faut faire. Les voitures électriques, c'est un stockage individuel au profit de la collectivité, mais c'est interdit encore aujourd'hui. Donc c'est toutes ces mesures-là qu'on doit mettre en place, et je répète, c'est beaucoup plus simple techniquement que ce qu'on croit, mais c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut réfléchir, sortir de ses habitudes et se remettre en question. Alors, je l'ai promis tout à l'heure, je voulais quand même vous ramener très concrètement sur une question qui préoccupe tous les dirigeants qui nous écoutent. Comment va se passer cet hiver et à quel prix? Si tant est qu'on puisse essayer sans savoir ce qu'il en sera de la météo. Luc Raymond? Alors cet hiver,
il commence en 2023 cet hiver, donc les prix de 2023 ils sont déjà assez largement contractualisés. Nous abordons l'hiver avec beaucoup plus de confiance que l'hiver précédent, pour une raison simple, c'est que après le problème industriel absolument majeur auquel le groupe EDF a fait face tout à fait fin 2021 et pendant l'ensemble de l'année 2022 jusqu'à aujourd'hui, nous avons progressivement pris le contrôle de ce problème industriel grâce à une mobilisation sans précédent de l'ensemble des équipes d'EDF et de l'ensemble de la filière industrielle que je tiens à saluer parce que beaucoup sont ici aussi. Donc il ne faut jamais oublier que la filière industrielle du nucléaire, c'est un des grands pans de l'industrie française aussi. Donc je les remercie pour leur mobilisation. Grâce à cette mobilisation, nous avons pu d'abord passer le dernier hiver sans heurts majeurs et sans interruption de service. Et nous abordons maintenant cet hiver, le prochain, avec sérénité. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la vigilance, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les efforts de sobriété, d'efficacité, pour des raisons qui sont fondamentales, qui ne sont pas conjoncturelles, mais nous sommes dans une situation dans laquelle le problème industriel de corrosion sous contrainte auquel nous avons été confrontés, nous le comprenons, nous avons appris à le traiter, et nous avons appris à le traiter à l'échelle industrielle, en accélérant la vitesse de traitement de l'ensemble de nos centrales et en abordant l'hiver prochain avec suffisamment de centrales raccordées au réseau. Donc ça nous permet d'aborder cet hiver de façon sereine. Sur les prix, on parle plutôt de 24 et au-delà, et là-dessus, nous restons, et la ministre commentera davantage bien sûr, mais nous restons dans une économie de guerre, d'une certaine manière, aujourd'hui. Donc l'effet de l'économie de guerre ne va pas totalement disparaître en 2024, mais il a déjà commencé significativement à atterrir. Et le point principal sur lequel je voudrais intervenir sur les prix, c'est que ce que nous devons regarder, ce que nous devons créer ensemble, c'est une vision de long terme des marchés de l'électricité dans lequel, avec vos entreprises, nous sommes capables de contractualiser à long terme, parce que si je regarde aujourd'hui les prix que nous serions capables de faire sur le marché pour 2027 et 2028, ces prix-là sont tout à fait normaux. Ils atterrissent normalement. Et donc EDF, dans les prochaines semaines, va commencer à émettre des contrats de long terme qui seront ouverts, c'est des contrats de gros, qui seront ouverts à tout le monde, pour être capable de viser 2027-2028. Et j'espère bien voir ces contrats à 2 chiffres. Voilà. Agnès Pannier-Runacher. Alors, c'est toujours bien d'avoir d'autres personnes qui expliquent comment on va passer l'hiver. Et en l'occurrence, Luc Rémond l'a très bien fait. Donc, vous l'avez entendu, nous sommes beaucoup plus en sécurité par rapport à la production nucléaire par rapport à l'année dernière. Et le plan sobriété, parce que ce n'est pas qu'un effet prix, le plan sobriété. La consommation de gaz et d'électricité a baissé en France entre le 1er août 2022 et le 31 juillet 2023 de 12%. 12%, c'est énorme. Et vous ne l'avez pas vu dans la croissance. Et effectivement, il y a une part d'effet prix, il y a aussi une part de mobilisation des acteurs, et notamment, et je veux vous remercier, parce que les entreprises se sont mobilisées, les entreprises du tertiaire, les entreprises industrielles, pour baisser leur consommation et pour la baisser justement aussi dans un cadre où ils cherchaient à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est terriblement efficace et ça va nous sécuriser l'hiver prochain et ça va contribuer à nous mettre sur une trajectoire climatique porteuse. Ensuite, sur les prix. Sur les prix, il y a 2 choses. Il y a le marché physique. Si vous voulez baisser les prix, il faut baisser la demande et augmenter la production. Baisser la demande, c'est ce que nous faisons par la sobriété, mais également en investissant massivement et en augmentant les budgets, par exemple de la rénovation thermique. Et tu as raison de souligner l'importance de ce levier-là. Tu as d'ailleurs fait la liste de toutes les technologies accessibles. Donc je pense que je vais te recruter pour faire la loi énergie-climat, parce que nous avons le catalogue de ce que nous pouvons déployer dans les années qui viennent. Et tout ça, c'est des emplois et des filières qu'on peut fortifier en France. J'ajoute le nucléaire, évidemment. Mais nous devons aussi continuer à produire et continuer à produire. Vous avez ici 2 des différents acteurs qui sont présents sur le territoire, mais il y a beaucoup d'opérateurs qui sont présents. Et je le redis, le rôle des entreprises par rapport à cette production, et ça ne doit pas se limiter à l'éolien et au photovoltaïque, on peut aller sur d'autres objets, la récupération de la chaleur fatale, l'utilisation du biogaz. Dans vos process industriels, il y a énormément
de pistes, de technologies qui vont vous donner un avantage compétitif derrière. Et c'est ça aussi qu'on veut construire. Donc, nous tenons le bon bout. Après, il y a la réforme et tout le cadre du marché de l'électricité européen qui a une vocation, c'est donner des signaux de long terme. C'est une discussion qui est en cours. Je ne pense pas trahir de secret en disant qu'il y a un débat notamment sur la place du nucléaire. Moi, je vais le dire très clairement. Si ce que nous voulons faire en Européen n'aboutit pas, nous le ferons au niveau national. Nous protégerons nos entreprises contre la volatilité des prix, parce que c'est le premier danger, la volatilité des prix, l'incapacité à prévoir dans quel contexte on fait des investissements. Lorsque les prix s'effondrent, comme pendant le Covid, ça stoppe les investissements dans les énergies renouvelables ou dans d'autres énergies. Lorsque les prix s'envolent, ça bloque les investissements des industriels. Ça ne marche pas. Et donc nous devons construire ce cadre de marché de long terme. On le fera en européen parce que ça a notre préférence. On le fera sinon au niveau national. Et je veux effectivement que les contrats sur lesquels travaillent les acteurs puissent prendre de la profondeur. On n'a pas besoin de loi pour ça. C'est aussi une autre façon de commercialiser notre énergie. Patrick Pouyanné, je vous voyais tiquer, et notamment sur l'accroissement de la production de pétrole. Hein. Non, mais attendez, je suis tout à fait d'accord qu'il n'y a pas de sujet de volume. Enfin, je veux dire, on a pris les mesures, il se trouve que la météo était clémente, les stocks de gaz sont élevés. Malheureusement, on est, je reprends l'expression de Luc, dans une économie de guerre, et donc on a des tensions. Alors, on a 3 marchés très différents. Le marché pétrolier est un marché mondial, dont vous avez bien vu qu'il suffit que l'Arabie, au mois de fin juillet, dise « je coupe 1 million de barils par jour », pouf, on prend $10 du baril, parce que malheureusement, ou bizarrement, enfin malheureusement pour Jean, la demande de pétrole continue d'augmenter 102 millions de barils par jour cette année, 100 l'an dernier, c'est massif, dans une économie mondiale qui n'est pas aussi florissante que c'est, donc on a un sujet, et comme depuis 10 ans, nous investissons moins, parce que des boîtes comme la mienne, je mettais 20 milliards dans les hydrocarbures, j'en mets plus que 10, et tout le monde fait un peu pareil, mais on se retrouve avec un système à tension parce que naturellement, la production de pétrole diminue. Enfin, elle passe de 100 millions l'an dernier à 97. Donc il faut, c'est le tombeau, c'est Shadok notre truc. Donc il faut qu'on investisse, et on n'investit finalement pas assez, et donc on a mis un ou deux des pays en situation de contrôle du marché. Donc le pétrole, franchement, je ne le vois pas baisser rapidement. Enfin, je pense on a le gaz, qui alors lui est très différent. Le gaz, l'Europe notamment, on a un marché mondial. J'avais dit à Aix-en-Provence qu'il était fragile. Les gens m'ont dit, oulala. Je signale que cet été, il a suffi d'une rumeur qu'il y aurait des grèves en Australie dans le gaz naturel liquéfié dans 2 usines pour que le gaz européen monte de 30% au mois d'août. Incroyable. D'ailleurs, au passage, il n'y avait pas de grève. Une rumeur. Bon. Donc il est fragile parce que malheureusement, jusqu'en 26, on dépend de ce gaz naturel liquéfié, donc d'un marché mondial, et qu'il n'y a pas d'augmentation de capacité majeure. Donc l'Europe, alors ça dépendra de la météo, j'espère qu'il va faire quelques hivers cléments. Bon, on attaque l'hiver 23-24 beaucoup mieux, donc je ne suis pas très inquiet, mais il suffit qu'il y ait une usine qui se casse la figure quelque part pour qu'on en subisse les contre-coups, puisque c'est nous qui faisons le prix, nous Européens, qui faisons le prix mondial, parce qu'on aspire une part de marché importante. Donc le gaz est fragile. 26-27, je suis plus optimiste parce que là, il se trouve que cette industrie dans laquelle je suis est naturellement assez stupide. Plus les prix sont élevés, plus on lance des projets. Donc il y a plein d'usines de GNL qui vont arriver en 26-27, probablement un peu trop d'ailleurs, donc les prix, à mon avis, baisseront. Donc ça c'est. Mais bon, d'ici là, il faut survivre pour nos collègues dans la salle. Enfin, il faut arriver à survivre. Et puis l'électricité, bon là, c'est une énergie différente, qui est plus nationale. Bon, il y a des interactions. C'est vrai que les marchés le prix électricité français un peu haut aujourd'hui par rapport aux annonces que vient de faire Luc Rémont, parce qu'il y a toujours un doute. Donc quand il y a un doute, on crée des tensions. Donc je pense qu'il est très important qu'on envoie des signaux au marché positifs de façon à les faire baisser. Maintenant, Madame la Ministre, je crois qu'il faut pas. Il n'y aurait pas eu la guerre russe, les marchés énergétiques européens, ils fonctionnaient pas si mal. Hein. Je veux le dire. Personne s'en plaignait. En fait, on avait construit des marchés libéralisés qui fonctionnaient, le marché du gaz, simplement, et d'ailleurs la France a longtemps bénéficié du marché de l'électricité européen. Enfin, on exportait, on était plutôt content de le vendre un peu plus cher que notre coût de production. Bon, il se trouve qu'il n'a pas résisté, et c'est une erreur, à un système de stress incroyable qui a été la rupture du gaz russe. Et si on a un reproche à se faire, c'est qu'on n'a pas regardé comment ce stress a marché.
On est quand même en train de revenir vers des choses qui sont plus raisonnables. Je pense qu'on a sorti de l'hystérie qu'on a vécue en 2022. Donc, dans les discussions, il faut quand même oui, je suis d'accord qu'on a, et je n'arrête pas de le prôner, une dimension long terme, mais il faut qu'on trouve un moyen de laisser marcher un fonctionnement de marché de gros, parce qu'on est quand même en interconnexion avec les Anglais, les Allemands, etc. Donc, on ne peut pas être une île énergétique malgré tout, même si on a une forme de souveraineté en France supérieure à d'autres pays. Donc, je sais que le débat est complexe, mais... Non mais je pense que s'il y a une chose qu'on retient, c'est qu'il n'est pas question de remettre en cause le marché de gros. Parce que le marché de gros, c'est celui qui a permis, je le dis parce qu'on entend aussi beaucoup de choses assez approximatives, pour ne pas dire complètement déconnantes, pardonnez-moi du terme, de la part de certaines oppositions qui disent que le marché de l'électricité, c'est ce qui a mis par terre l'Europe. Non, le marché de l'électricité, il a permis... tout l'hiver dernier, de fournir de l'électricité partout en Europe. On est 450 millions de citoyens et on n'a jamais eu un stress sur un marché aussi important. Il n'y a aucun marché au monde qui n'est capable de faire ça. Lorsqu'au Texas, il y a une tension, ce n'est pas la Californie qui livre. Voilà. Et ça, c'est un atout absolument essentiel pour des entreprises, parce que vous avez la garantie, alors on a tous eu peur du délestage, d'accord, mais vous avez tous la garantie quand même que ça fonctionne, et que quand ça ne fonctionne pas, c'est 5% des acteurs qui pendant 2 heures suspendent leur production. C'est très désagréable, mais ça n'a rien à voir avec ce que vivent beaucoup de pays qui sont en blackout assez régulièrement, et je ne parle pas de nos outre-mer, où ce type de situation est très courante. Donc ça marche. Bertrand Piccard, je vous voyais faire des signes. Oui, je crois qu'il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé et qui est une condition sine qua non, mais ce n'est pas un sujet que les entrepreneurs aiment beaucoup entendre. Et pourtant, c'est celui du cadre légal. Il y a un cadre légal dans notre monde et dans nos pays civilisés pour tout, pour les impôts, pour la sécurité, pour l'éducation, pour la santé, pour l'hygiène, pour les exportations, pour absolument tout, et il y a un cadre légal pour l'environnement et l'énergie. Le problème, c'est que le cadre légal de l'environnement et de l'énergie est un cadre légal qui est aussi archaïque que les infrastructures et les systèmes qu'on utilise encore maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incitation à changer quoi que ce soit s'il est légalement permis d'être inefficient, de gaspiller, de polluer et de mettre du CO2 dans l'atmosphère. Et je pense qu'on devrait travailler beaucoup plus sur cet aspect-là, et c'est un aspect qui va avoir des conséquences positives pour les entreprises. Parce que ce que les entreprises craignent aujourd'hui, c'est l'imprévisibilité et c'est la distorsion de concurrence. Donc vous avez des entreprises qui veulent faire mieux, qui investissent, d'autres qui ne le font pas, et qui à court terme ont un avantage en étant sales par rapport à celles qui deviennent propres. Il faut absolument uniformiser ce changement législatif de manière à pouvoir tirer toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles solutions sur le marché. En fait, il faut que le cadre légal incite avec autant d'ambition que possible à devenir propre et efficient, à moderniser, de manière à ce que ce soit une nécessité de tirer sur le marché toutes les solutions existantes. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que les gouvernements et les parlements et les sénats vont faire volontiers s'ils sentent que tout le monde industriel, économique et financier est contre. Patrick Pouyanné est en train de moi, je compte vraiment sur vous Oui. pour soutenir les démarches des législateurs pour que ça devienne possible de le faire. Et à ce moment-là, vous verrez que toutes les solutions qui fleurissent partout, et dont Agnès parlait, arriveront sur le marché au bénéfice de tous, sans distorsion de concurrence. Mais Bertrand, ça s'appelle le prix du carbone. Hein. Si on internalise le prix du carbone, eh bien on y arrive. Et le sujet pour l'Europe, c'est que nous, on a un prix du carbone et qu'on met à risque nos entreprises si on n'arrive pas à ce que d'autres continents, et notamment des continents aussi développés que nous, adoptent le même prix du carbone. Et ça, c'est un sujet majeur pour nos gouvernants. Donc la réponse, l'incitation, c'est le prix du carbone. Ça marche très bien dans nos entreprises. Moi, j'ai adopté $100 la tonne. Je peux vous dire que j'ai libéré un tas de solutions incroyables qui sont mises en œuvre, même jusqu'à 50, etc. Donc le prix du carbone est la réponse. Le vrai sujet pour nous, Européens, c'est qu'il faut qu'on le fasse et qu'on trouve un moyen de level playing field avec les autres grands concurrents, qui soient américains et chinois, en gros. Le reste du pays émergent, on a le temps d'attendre, mais il faut absolument qu'on progresse là-dessus, soit pas des taxes aux frontières, soit autrement. Madame la Ministre. Oui, effectivement. Au fond, si moi je devais résumer mes 3 objectifs, c'est 1, sécuriser les approvisionnements en énergie, parce que ça reste
quelque chose à regarder dans un monde où nous devons électrifier à marche forcée. Donc il faudra plus de capacité de production et, encore une fois, moins de consommation. Deuxièmement, c'est stabiliser les prix et donner des signaux de long terme. Donc c'est pas le marché de gros, mais il y a quand même des règles du marché à trouver pour donner ces signaux de long terme. Et puis 3, c'est créer les filières industrielles sous-jacentes pour que ce soit nous qui profitons de cette transition énergétique et qui créons les solutions. Moi, l'hydrogène bas carbone, le CCUS, la batterie électrique, je veux que ça se passe sur le territoire français avec les emplois et la création de richesses qui va avec. Merci beaucoup à tous les 5. Je suis très frustrée, mais rendez-vous l'année prochaine. Merci, chère Cécile. Merci, mesdames et messieurs. Merci d'avoir accepté l'invitation du MEDEF.